Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. En vedette ce soir, du football avec la fenêtre internationale qui s'ouvre sur les sélections nationales en Afrique par exemple. La course pour la succession de la Côte d'Ivoire sur le toit continental est lancée. Le Bénin, lui, est trébuche d'entrée. Nous en parlerons dans cette émission. Le foot, c'est aussi les tournois de proximité organisés ça et là au cours de ces vacances scolaires. Des fêtes de la jeunesse qui connaissent déjà leur épilogue avec des scénarios divers. Dans cette édition, nous vous raconterons quelques-uns. Et puis derrière, nous ferons de l'espace pour quelques disciplines individuelles, invitées aussi au festin ce soir. Voilà le sommaire de cette aventure vespérale que m'aidera à animer mon collègue Candide. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, en face de vous, l'un des invités du jour, Médéric François Gongo. Je ne vais pas faire l'affront aux téléspectateurs de vous présenter. Je dirais tout simplement que vous êtes mon aîné, journaliste et même patron de presse. Vous êtes là ce soir pour nous parler du tournoi de football de proximité Loïc Champions League de Godomain. Médéric François Gongo, bonsoir. Bonsoir cher ami et bonsoir amis téléspectateurs. Voilà, vous êtes, je vais le dire, membre du comité d'organisation de ce tournoi dont le 14e chapitre s'est refermé hier dimanche. Le décor est ainsi planté. Nous allons faire face à, sinon faire place à notre rubrique Fil Info. Voilà, Fil Info, c'est le factuel de ce qui a fait l'actualité sportive cette semaine. Et nous allons commencer par l'attraction de la semaine. Candide, ce sont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. D'abord, les nouvelles du Bénin qui, je vous le disais tantôt, a trébuché d'entrée face au Nigeria. Évidemment, c'était le week-end écoulé. Narcisse Ghana 3 et ses hommes se sont inclinés devant les Super Eagles du Nigeria pour leur entrée en course de cette campagne qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette explication face aux Super Eagles du Nigeria, la vice-champion d'Afrique qui n'ont plus remporté de match depuis leur retour de la CAN 2023 avait obligation bien entendu de résultats pour confirmer leur statut. Et même si les Béninois avaient pris le meilleur sur cette équipe il y a quelques semaines, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ils n'ont pu réaliser grande chose car cette fois-ci, c'est un Nigeria plus renforcé, notamment avec la présence du capitaine William Troust et Kong Victor Osimhen ou encore Ademola Lookman qu'ils ont affaire. Les Guépards du Bénin vont encaisser le premier but de la rencontre dans les derniers instants de la première période et c'est bien sûr Ademola Lookman qui lance la machine au retour des vestiaires. Les données n'ont pas changé de camp malgré quelques occasions obtenues côté béninois. Les automatismes ont fait des fois Steve Mounier et ses coéquipiers remplaçant au coup d'envoi. L'attaquant nigérien Victor Osimhen fait son entrée en cours de jeu après les 70 premières minutes et quelques minutes plus tard, il inscrit le deuxième but nigérien. Bien avant cela et bien après cela, on a vu le but du break de Ademola Lookman à la 83e minute de jeu sur un centre et repris de la tête bien entendu par l'attaquant Ademola Lookman. Et bien voilà ce but du break qu'a fait Ademola Lookman. Score final 3-0 et les Nigériens entament de la plus belle des manières leur campagne, mais de leur côté les Béninois ont mal amorcé la course. Narcisse, ils sont mal embarqués. Oui, mal embarqué dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, scénario déjà vécu dans un passé récent, il faut le dire, en éliminatoire de la Coupe du Monde avec, il faut le rappeler, une défaite et un match nul à l'issue des deux premières journées. Mais après, on connaît la suite. Le Bénin a eu une réaction d'orgueil, surtout face à ce même Nigeria, avant de faire échec au Rwanda et c'est surtout relancé dans la course pour la qualification à cette Coupe du Monde. Médéric François Gongo, vous êtes, je le sais, un politiste, mais vous êtes sur un plateau sportif ce soir. Vous avez eu un regard sur ce match Nigeria-Bénin? Oui, j'ai suivi le match ensemble avec un groupe d'amis, amis du Curon. Nous avons vu du répondant au niveau du 11 béninois. Au début, il y a eu de la protection, un jeu qui a payé, puisque systématiquement, il faisait
échec aux attaques de l'équipe nigériane, une équipe qui est composée de grands joueurs qui ont de la compétition dans les jambes. Mais nous avons vu les nôtres qui ont pu opposer un jeu qui a pris, mais malheureusement, dans le temps additionnel de la première partie, le dispositif a lâché et c'est là où le moral a été un peu sapé. Mais à la touche, on a constaté Osimhen qui a observé la faille et à la reprise, il s'est repositionné au point de pénalty, attendant la balle et il n'a pas raté. Il n'a pas raté à la première occasion et il a surpris notre portier qui a fait du bon, qui nous a sauvés de plusieurs buts. Il a même fait du corps à corps plusieurs fois. Il a essayé de projeter un but qui était flagrant. Bref, nous ne devons pas nous décourager. Nous avons une équipe, une bonne équipe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas de la compétition dans les jambes, mais c'est également vrai que l'espoir est permis et que nous devons avoir confiance en notre équipe, parce que l'équipe qui était en face de nous, même si on les avait battus il y a quelques jours en Côte d'Ivoire, c'est pas la même composition, c'est pas le même moral, c'est pas un effectif renforcé. Voilà, renforcé par des meilleurs. Nous avons vu l'autre qui a mis le premier but, il avait mis 3 buts. Il avait mis 3 buts, je crois, avec son équipe en Europa League, oui, justement. En Europa League, et il n'a pas fait pied de figure lorsqu'ils avaient rencontré, je pense, le Grand Real. Pas du tout alors. Donc, il a fait feu de tout bois. C'est vrai que nous sommes politistes, mais vous observez la chose sportive. Nous adorons la chose sportive et nous devons quand même, à des moments donnés, sortir de cet arène politique qui est un peu flou aujourd'hui, où je peux me le permettre de le dire, où l'irrationnel devient la règle, où tout est flou. Et lorsque c'est comme ça, à force de sortir, le tigre finit par devenir le chat. Donc il va falloir prendre du recul et mieux observer. C'est vrai qu'on est sollicité de toutes parts, mais nous pensons que notre maison ici, nous étions à la création et nous avons du plaisir à venir pour parler de beaucoup d'autres choses que de la politique et de la politique. De toutes les façons, nous allons rester ensemble sur ce plateau pendant quelques minutes encore. Revenons sur ce match quand même, Candide Moueto. Globalement, le Bénin n'a pas bien existé dans ce match. On a vu un scénario quasiment sens unique tout au long du match face au Nigeria. Évidemment, quand on voit déjà le statut des deux équipes, on pouvait déjà s'attendre à ce scénario-là, parce que le Nigeria qu'on avait affronté il y a quelques semaines à Abidjan, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas ce Nigeria-là qu'on a eu à affronter samedi dernier, parce qu'on a cette fois-ci la présence du capitaine William Troost-Ekong, Ademola Lookman et bien entendu Victor Osimhen, qui a même été auteur du 2e but. Donc avec le statut du Nigeria face à un effectif du Bénin où on a des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu, des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu et d'autres même qui n'ont pas de club jusqu'à l'heure actuelle. Quand on voit déjà le statut des différentes équipes, on pouvait déjà s'attendre à un effectif du genre. Mais après, les Guépards, tout au long de la première période, notre invité l'a dit tout à l'heure, ils ont essayé d'apporter du souffle, ils ont essayé un tant soit peu de défendre leur base arrière jusqu'à un moment donné, mais en toute fin de première période, on a vu bien sûr ce but-là où la défense béninoise a été prise en cacahuète, je pense, où Ademola Lookman a envoyé la balle au fond du filet de Master Dandinou. On a senti cette fatigue-là en toute fin de première période. En deuxième période également, on a vu un Bénin qui a essayé d'apporter un tant soit peu aussi d'aborder un tant soit peu quelques assauts offensifs, où on a vu quelques occasions malheureusement qui ont été vendangées également. Steve Mounier et ses coéquipiers n'ont malheureusement pas eu les automatismes dans les derniers mètres et tout. On a également vu qu'en deuxième période également, les Guépards ont eu à céder pratiquement toute fin de partie. On a vu la fatigue qui a gagné les Guépards, ou le but de Victor Osimhen qui, après quelques offensives, après quelques séquences de jeu, on a vu une Didi qui fait le centre et Victor Osimhen qui n'a pas du tout réfléchi à faire cette reprise-là, et puis la balle est envoyée au fond du filet. Également pour le 3e but, le but du Prek marqué par Ademola Lookman. On a vu que la défense béninoise, en général, la défense béninoise a cédé sur le coup de la fatigue, mais après,
il y a également l'absence de Mohamed Tidjani, le défenseur central béninois, qui a aussi pesé sur cette équipe-là. Mais de toute blessé, façon, il faut le dire. Blessé, oui. C'est pour cela qu'il n'a pas participé à cette rencontre. Il faut dire sur la forme que le Nigeria a fait sortir la grosse artillerie, on le disait tantôt, avec des joueurs, tous ces joueurs qui sont titulaires dans les clubs les plus crédibles en Europe, qui jouent dans les compétitions européennes. Mais dans les détails, il y a quand même des astuces qui ont fait parler, que l'entraîneur nigérian a fait parler. Par exemple, laisser Frédéric François Gongo le disait tantôt, laisser Victor Osimhen sur le banc pour observer justement le placement de la défense béninoise, et justement son entrée a été payante. Évidemment, son entrée a été payante. D'abord, il faut déjà souligner le fait que Victor Osimhen, c'est l'un des leaders de cette formation des Super Eagles du Nigeria. Et ce joueur qui, avec quelques situations avec son club où il y avait des transferts qui étaient annoncés, il devait aller dans tel championnat ou tel autre championnat, où il n'a plus de match depuis fin mai, si on peut le dire, depuis la fin de la saison en Europe. Ce joueur-là qui n'a plus de temps de jeu est arrivé en équipe nationale. Les Super Eagles, on va dire, ce joueur-là a été absent lors de la dernière sortie des Super Eagles du Nigeria. Il est revenu en tant que leader de cette formation, et il devrait quand même apporter du répondant. Il n'a pas eu de temps de jeu depuis un certain nombre de temps, et le sélectionneur a très bien vu d'abord le mettre au banc, un temps soit peu de voir, d'observer ce que les Guépards allaient produire, parce que ces Guépards, il n'a pas le rythme, il faut le dire. Il n'a pas le rythme, voilà, et ces Guépards avaient surpris les Super Eagles du Nigeria en Côte d'Ivoire la dernière fois lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il fallait un temps soit peu observer le contenu de ce qu'ils allaient proposer cette fois-ci pour quand même apporter de la solution. Et c'est ce qui a marché du côté des Super Eagles. Tout à fait. Ce n'était plus un saut dans l'inconnu pour le Nigeria qui quelques semaines plus tôt avait été surpris justement par le Bénin, et ils ont pris toutes les dispositions pour éviter ce match à piège, surtout que c'était à domicile. On parlait du ballon d'or africain Victor Osimhen, qui a eu des difficultés, qui est l'un des flops des transferts du mercato cette saison. C'est un joueur qu'on attendait dans un club plus huppé que Galatasaray, mais finalement il atterrit dans le club turc. On revient sur cette compétition, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, pour le reste des résultats. Évidemment, Narcisse, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 ont abordé ce lundi la 2e journée. Bien entendu, plusieurs rencontres ont déjà été jouées, d'autres sont actuellement en cours. Le Burundi s'est incliné devant le Sénégal par un score de 1-0. La Guinée équatoriale et le Togo ont fait match nul de 2 buts partout, nul d'1 but partout entre le Niger et le Ghana, et puis entre le Madagascar et les Comores. L'Ouganda a pris le meilleur sur le Congo-Brazzaville, et bien entendu 3 autres rencontres sont actuellement en cours: Lesotho, Maroc, Angola, Soudan, et bien entendu Éthiopie, République démocratique du Congo. Voilà des résultats sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines éditions pour vous tenir informé de la suite. Mais la suite immédiate pour le football béninois, c'est demain mardi, où les Guépards vont affronter, sinon vont faire le 2e match dans ces éliminatoires face à un adversaire plus ou moins connu aussi. Évidemment, ça sera face à la Libye au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il faut quand même le dire, la Libye qui a fait nul pour son entrée en lice face au Rwanda, bien entendu sur le sol rwandais. On a vu une équipe libyenne qui a quand même de l'ambition, qui veut quand même essayer de faire quelque chose pour cette campagne-là, qui ne veut pas se qualifier aujourd'hui pour la Coupe d'Afrique des Nations, la crème de la crème du continent aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, qui ne veut pas se qualifier. La Libye qui était un temps soit peu l'inconnu de ce groupe T-là, en compagnie du Rwanda, du Nigeria et aussi du Bénin. On ne s'attendait pas forcément à un tel résultat de la part de la Libye, mais qui est quand même arrivé à faire ce nul-là, à arracher ce point nul-là face au Rwanda. Sur son sol, il faut quand même le souligner, le Rwanda qui n'est pas aussi des moindres. Le Rwanda, même si le Rwanda a été battu récemment lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il faut quand même le souligner, le Rwanda est une équipe joueuse, le Rwanda est quand même une équipe compétitive, et la Libye fait un nul face au Rwanda, c'est quand même salutaire. Voilà. Et il faut le dire, cette équipe libyenne est une équipe très homogène, imprévisible d'abord,
et puis homogène avec des joueurs qui pour la plupart jouent au pays, ils se connaissent bien, il y a de l'automatisme. Il va falloir donc faire beaucoup attention face à ces Libyens. Mais aux dernières nouvelles, les dernières infos, je voulais dire, les nouvelles sont plus ou moins bonnes du côté des Guépards, du moins pour ce que nous avons eu ce matin comme information au sein du groupe. Le groupe a retrouvé le moral et bascule déjà vers ce deuxième match après la raclée reçue au Nigeria. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous reviendrons, comme je vous le disais tantôt, sur les autres détails dans nos prochaines éditions. Mais nous allons poursuivre avec notre rubrique Fil Info, candidat. Évidemment, on reste toujours à la Confédération africaine de football pour parler des compétitions interclubs de la CAF. Dadia FC du Bénin, seul représentant encore en lice après l'élimination de Coton FC au premier tour de la Ligue africaine des champions, s'affûte pour le deuxième tour des préliminaires. Après avoir réussi à passer avec brio le premier tour, le club d'Aplaroué va jouer au tour suivant l'équipe vice-championne au titre de la Coupe de la Confédération. Il s'agit de la Renaissance sportive de Berkane et bien entendu conscient du calibre de l'adversaire. Le vice-champion du Bénin qui a disputé le premier tour avec un effectif réduit a procédé au renforcement de son effectif, notamment avec quelques postes stratégiques. Ceci grâce au soutien de la SONEB à travers la société sportive SONEB Sport. SA Dadje s'est attaché les services de 6 nouveaux joueurs, dont 2 Béninois, 2 Ivoiriens, 1 Burkinabé et 1 Togolais. Je vous propose ici le visage des nouvelles recrues du club dans ce récit de Maël Le Roubelou. De l'étoile filante de Lomé, ils sont 6 nouveaux joueurs à rejoindre le club du peuple. 3 défenseurs, dont 1 central et 2 latéraux, 2 milieux de terrain et 1 attaquant. Voilà la substance des renforts du club de Dadia FC. Le club qui se prépare activement pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF a présenté ses nouvelles acquisitions. Il s'agit de l'attaquant ivoirien Salif Bagaté, âgé de 34 ans, qui arrive en provenance de l'AS Douane du Burkina Faso. Lors de la saison 2023-2024 avec les douaniers burkinabés, Bagaté a disputé 16 matchs de championnat, dont 7 buts inscrits. Passé par la SEC Mimosa ou Salitas FC, l'expérimenté attaquant ivoirien vient renforcer la ligne offensive des Bleus Ciel. Au milieu de terrain, le club d'Aplaroué s'est attaché les services du milieu de terrain béninois Stéphane Seignon-Vingbe, qui évoluait avec Asvo dans le championnat local. Passé par Loto Popo, le joueur de 21 ans capable d'évoluer sur le flanc en attaque apporte sa fougue à Dadje. Autre milieu de terrain qui est arrivé, c'est le Togolais Junior Dogatse de l'étoile filante de Lomé, passé également par Semassi de Sokodé. En défense, on note l'officialisation du défenseur central béninois Ronaldo Chinoussé à l'OFA après l'aboutissement des démarches administratives auprès de la CAF. On retient aussi la venue du latéral gauche ivoirien Vanier Bivanier Bikael en provenance de Coton FC. Celui qui a terminé champion de la dernière Super League Pro avec Coton veut bien porter l'équipe vers la victoire au plan continental. Un autre latéral a rejoint l'effectif en la personne du Burkinabé Brice Aziz Dabré en provenance de Rai Club du Kadiogo, lui qui par le passé a défendu les couleurs de l'Asfa Yenega. Avec plusieurs secteurs de jeu renforcés, notamment la défense, le club d'Aplaroué veut se donner les moyens de réaliser une très belle suite de campagnes africaines. Voilà, Dadia Football Club ambitieux qui étoffe son effectif pour la suite de cette campagne continentale. Mais moi, je vois un couteau à double tranchant parce que de nouvelles recrues pour une compétition qui est déjà en cours. Est-ce qu'il ne va pas poser un problème d'automatisme? Un problème d'automatisme, certes, mais d'abord, il faut quand même souligner que le club a disputé le premier tour avec un effectif réduit, notamment de 13 joueurs de champ et 3 gardiens de but. Inédit d'ailleurs, et le club a quand même réussi à fouler du pied le géant, enfin le club du géant de l'Est du Niger, El Kanemi Warriors, bien entendu, du voisin de l'Est. On a vu que cet effectif, même avec cet effectif réduit, le club a quand même pu réaliser un résultat et c'était normal quand même de renforcer l'effectif pour quand même aller affronter ce géant, ce cadeau-là de l'Afrique, bien entendu, la Renaissance sportive de Berkane, vice-championne, l'équipe vice-championne d'ailleurs de la Coupe de la Confédération. C'est une équipe, tout le monde la connaît et pour aller affronter un géant du continent, il faut quand même se donner les moyens. Le club d'Aplaroué
pour Dadier FC s'est attaché les services de 6 nouveaux joueurs. Je pense beaucoup plus que c'est déjà bien de faire des recrues, mais après, il faudrait quand même que ces joueurs-là aient quand même le temps nécessaire pour quand même s'acclimater, pour se connaître, quand même, voilà. Le football, c'est un sport collectif. Voilà, pour qu'il y ait quand même de ces automatismes-là dans le jeu, parce que déjà, le match aller, c'est déjà le week-end prochain, et il y a un temps assez court pour quand même ils n'ont pas assez de temps. D'ailleurs, ils ont déjà abordé le chantier avec un match amical joué ce week-end. Évidemment, en pleine préparation pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Dadier FC a disputé hier dimanche 8 septembre 2024 une rencontre amicale contre le club togolais de l'ASCO de Kara au stade. C'était bien entendu au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Les choses ont d'ailleurs bien démarré pour les locaux avec l'ouverture du score. Dès la 6e minute de jeu de Selazié blesse l'attaquant ghanéen qui continue de prouver tout son talent. Match après match, faut-il le souligner, Nassis, il est l'auteur des 3 buts de Dadier au premier tour de la compétition. Le score restera inchangé jusqu'à la pause entre les deux formations hier. Et bien entendu, au retour des vestiaires, les visiteurs ont présenté un nouveau visage en se montrant beaucoup plus mordant et offensif. L'égalisation finit par arriver à la 72e minute sur un coup de tête de Traoré Sidiki. Et puis 8 minutes plus tard, sur une frappe sèche à ras le sol juste à l'entrée de la surface de réparation, Oro Bodi va inscrire le second but togolais. Score final de 1 en faveur de l'ASCO de Kara. Nassis Dadier s'incline donc en amical international à moins d'une semaine de son choc contre la Renaissance sportive de Berkane, entrant dans le cadre du deuxième tour des préliminaires de la Coupe CAF. Il faut aussi rappeler que l'ASCO de Kara est engagé sur la scène continentale, mais un cran en dessus, c'est-à-dire en Ligue des Champions. Et donc, cette rencontre amicale a servi de test pour les deux équipes, espérant donc que Dadier puisse tirer les leçons de ce match amical international avant de défier le week-end prochain au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane. Oui, un épouvantail, il faut le dire, du football africain. On le disait tantôt, le club marocain dont le président est le premier vice-président de la Confédération africaine de football. Nous allons enchaîner maintenant avec les tournois de proximité. Oui, Nassis, on ouvre maintenant la page réservée aux compétitions de vacances. Clap de fin pour la toute première édition du tournoi de 100% foot des jeunes de Tangbo. La finale de ce tournoi a été disputée le dimanche dernier sur le terrain de l'Est École Saint-Simon de l'arrondissement de Tangbo. À l'arrivée, c'est l'équipe de Ouézagbo, bien entendu, qui repart avec le trophée au bout d'un match très intense. Ce retour ici sur les moments forts de cette rencontre avec Maël Roubelou. Au contrôle d'emporter la défenseuse, mais malheureusement, elle avait de l'expérience. Cette soirée de foot à Tangbo a démarré par un match de gala entre Blackstones de Cotonou, habillés en blanc, et Blackstones de Tangbo en rouge. Un match à faible intensité, mais qui a vu la jeune équipe des filles de Tangbo poser des problèmes à son homologue du soir, qui, elle, paraissait beaucoup plus expérimentée. Au terme du match, les deux équipes se neutralisent, 0 but partout. À l'aller, l'équipe de Cotonou avait pris le meilleur, 2-0. En deuxième rideau, la finale, tant attendue, mettait aux prises l'équipe de Ronsusa, tout de blanc et bleu vêtu, et celle de Ouézagbo habillée en jaune et noir, devant un public qui a massivement effectué le déplacement. Dans une première période très intense, les deux équipes se rendent coup pour coup. Malgré plusieurs occasions franches, personne ne réussit à trouver le chemin des filets. Au retour des vestiaires, les changements effectués par Ouézagbo apportent de l'expérience sur le terrain face à une jeune équipe de Ronsusa prête à se battre jusqu'à la dernière seconde. Au terme des 70 minutes de jeu, le score est resté inchangé. Un scénario qui s'est répété au bout des 20 minutes que durent les prolongations.
Il faudra donc les tirs au but pour départager les deux équipes à ce jeu d'adresse. C'est l'équipe de Rosegbo qui s'est montrée la plus habile. Avec un tir réussi sur 3, Rosegbo s'adjuge le trophée de la première édition. La vieille école triomphe donc sur la nouvelle école. On a pu gérer avec nos expériences. Du côté des vaincus, la douleur est immense, mais on promet déjà rebondir à la prochaine édition. La prochaine fois, Pour le promoteur du tournoi, le bilan de cette première édition est satisfaisant malgré les difficultés du parcours. Vous avez vu le monde qu'il y a eu. Ça s'est terminé vraiment en apothéose. Je ne regrette pas d'avoir pris cette initiative, même si sur le parcours, j'ai eu beaucoup de déceptions. On a fait en sorte de ne pas donner raison aux détracteurs. Au terme de plusieurs semaines de compétition, les équipes participantes repartent avec différents lots composés, des trophées et des médailles pour les deux finalistes, des ballons et des maillots pour les autres équipes. Voilà, c'était le tournoi 100% à Tangbo avec le promoteur, il faut le dire, Franck Sedro, qui fait ainsi une incursion sur le volet masculin parce que c'est un promoteur du football féminin surtout. Il a même un club de foot féminin. On va continuer avec les tournois de proximité. Nassis, nous allons prendre maintenant la direction du département du Mono où la deuxième édition du tournoi dénommé Fraternité Oulizo a connu son épilogue le week-end écoulé à Doutou dans la commune de Rouergbé. Le vainqueur bien entendu de cette édition est l'équipe de Machala FC de Doutou. Elle s'est imposée en finale face à l'équipe de Samedi Foot de Trait à l'issue des séances, bien entendu des tirs au but, sous les yeux du promoteur Philippe Aditonou. Voici le compte rendu de cette finale. L'euphorie des grands jours ici à Doutou, dans la commune de Rouergbé, autour du tournoi de football de proximité dénommé Fraternité Oulizo. Sous les yeux d'un gratin de personnalités mobilisé autour du promoteur Philippe Aditonou, l'étincelle a pris avec une foule immense, témoin du bouquet final de la deuxième édition. L'événement que nous venons de vivre ce soir est inédit. C'est la première fois que j'assiste à une finale d'un tournoi de proximité et petit camp qui réunit plus de 10 000 personnes. Avant l'hystérie, le match de la grande finale qui a mis aux prises deux des meilleures équipes de la compétition. Samedi Foot de Trait, dont les joueurs sont habillés en jaune, et le football club Machala de Doutou. Dans un match emballé avec des actions d'éclat de part et d'autre, le public a assisté à un jeu plaisant. Seulement, la réussite devant les buts adverses a fui les deux équipes durant les 35 minutes x 2. Conséquence, le recours a été fait au tir au but. Et ici, ce sont les bleus, blancs, rouges de Doutou qui se sont montrés plus adroits, réussissant un tir sur les 3 tirés de chaque côté. J'ai vu que c'est le meilleur qui a remporté. Voilà, ça n'a pas été facile. Je félicite aussi l'équipe d'Aves, qui nous ont causé beaucoup de difficultés. Vraiment, Dieu a été de notre côté. Pour Machala FC, ça fait 2 succès en autant d'éditions d'une fête voulu pour l'épanouissement de la jeunesse. Permettre aux vacanciers de ne pas être ennuyés, de ne pas être stressés et de choisir les meilleurs talents cachés dans la commune de Rouergbé et former une équipe de la commune de Rouergbé. C'est une fierté pour moi en tant que le parrain de l'événement parce que ça a rassemblé tout le monde, ça a rassemblé tous les fils et filles de la commune de Rouergbé. Et je suis fier d'accompagner le promoteur Philippe Aditonou qu'on ne présente plus. Nous constatons ici l'union véritablement donc, de toutes les communautés qui regroupent les 3 communes donc, de la 18e circonscription électorale. Un événement qui est en pleine dynamique avec des innovations portées cette année. L'année passée, c'était 16 équipes. Mais cette année, par exemple, la commune de Lokossa a participé, Cotonou a participé. Avant, c'était dans la commune de Rouergbé. Tout comme l'équipe vainqueur qui est partie avec trophée, enveloppe financière, ballon et jeu de maillot, les finalistes malheureux, les 2 autres demi-finalistes,
ont reçu aussi des lauriers pour leur performance. Et déjà, d'autres surprises agréables sont annoncées pour les éditions à venir. Voilà, forte mobilisation donc autour de ce tournoi initié par Philippe Djiton. Oui, Nassis, pendant ce temps, la 14e édition de la Loic Champions League a connu son épilogue ce dimanche. Durant environ 2 mois de compétition du 28 juillet au 8 septembre 2024, 24 équipes se sont affrontées pour le grand final de ce tournoi, tant animé chaque année. La grande finale a été disputée hier entre l'équipe de Red Star et celle de Ringo FC. Quel est l'heureux club vainqueur de cette édition de la Loic Champions League? La réponse dans ce compte rendu que nous fait ici Hugues Vingbe. C'est l'équipe de Red Star Football Club de Sainte Rita qui s'offre le trophée et la cagnotte de cette 14e édition de la Loic Champions League. Et ceci face à son homologue de Ringo Football Club de la cité de Weihok. Devant un public fortement mobilisé, les formations de Red Star en bleu ciel et Ringo en vert disputent le trophée tant convoité de cette édition de la Loic Champions League. Les Bleus se procurent les toutes premières occasions de la partie, mais la solidité défensive des Verts semble bien résister aux multiples offensives adverses. Malgré les assauts répétés des deux côtés, les deux équipes se neutralisent par un score nul au terme du temps réglementaire. L'issue de cette finale sera finalement décidée à la séance des tirs au but, une phase qui se termine en queue de poisson. Ringo manque son premier tir, puis Red Star transforme le sien. Au moment où le deuxième tireur de Ringo s'avance pour l'exercice, l'électricité fausse compagnie aux passionnés du coup de rond, et c'est là que les Verts trouvent l'occasion idéale pour profiter de la situation. Vous jouez un jeu réglementaire, on a une coupure de courant, Dieu merci, l'électricité est revenue. Et malheureusement encore, une ampoule s'est grillée. On leur demande, comme il n'y a plus l'électricité de l'autre côté, changeons de camp et jouez de l'autre côté. Ils se sont opposés et ils ont quitté le terrain délibérément eux-mêmes. Ils ont quitté le terrain. J'ai encore l'impression qu'ils ont perdu eux-mêmes espoir qu'ils ne peuvent plus continuer. Ils ont profité de manque d'éclairage et parti. Et comme le football, les règles sont claires. Moi, j'ai dû appeler des gens qui m'ont conseillé. Et j'ai fait ce qui est de droit. Les premiers tirs étant déjà joués avant la fâcheuse situation d'éclairage qui a poussé les joueurs de Ringo FC à quitter les aires de jeu, les organisateurs décident d'accorder la victoire à l'équipe de Red Star qui sort donc vainqueur de la 14e édition de la Loic Champions League. Du début jusqu'à la fin, je pense que ça s'est très bien passé et je rends grâce à Dieu pour l'Éternel avec tout ce qui s'est passé. C'est une occasion aussi pour remercier les partenaires. C'est grâce précisément à ces partenaires-là que le championnat s'est bien passé. Nous avons eu du beau jeu. Je pense que de telles initiatives méritent d'être encouragées. Les deuxièmes et troisièmes du tournoi ont eu droit à des jeux de maillots et des enveloppes financières de 500 et 200 000 francs CFA. Les champions sont repartis avec le trophée, une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA, des jeux de maillots et une moto. Le rendez-vous de la 15e édition de la Loic Champions League est prévu du 26 juillet au 16 septembre 2025. Voilà, belle ambiance autour de cette fête de la jeunesse. C'était le 14e chapitre de cette compétition qui, il faut le dire, reste le fleuron du football de proximité au Bénin parce que cette compétition mobilise chaque année beaucoup de monde. Alors, Médéric François Gongo, c'est ce pourquoi vous êtes sur ce plateau ce soir. D'abord, dites-nous, est-ce que les objectifs visés cette année ont été atteints? Vous savez, ça fait déjà 14 ans que la population de Abomey-Calavi, de Cotonou et quelque peu de Paou et environ vivent des moments d'émotion, des moments de communion autour du Curon grâce à une personne, grâce à un jeune, mais aujourd'hui il est âgé comme nous tous.
celui-là qui aime le football, il aime la compagnie de l'humain, il permet aux populations de Godomin et environ de Cotonou, puisque la coupe a été remportée par une équipe de Cotonou, Resta de Saint-Rita, de se retrouver au niveau d'une activité sportive, de communier dans un cadre purement social. Et également, il y a autour des activités économiques qui se développent. C'est-à-dire que c'est l'événement majeur de mobilisation, de fraternisation des populations, et on se retrouve ensemble, on discute, nous qui sommes de la commune d'Abomey-Calavi, de tout et de rien, et puis nous sentons des moments de joie, nous vibrons au même diapason, des moments d'émotion. Cela nous permet de nous évader, non seulement de nous évader, mais cela nous permet également de discuter du football et de voir autre chose que de la politique et de la politique ahurie. Je crois que Loïc Benaon a eu cette idée. Il a commencé sans soutien. Je me rappelle, dès le début, il lui arrivait des compétitions où il était obligé de vendre un terrain par ici, obligé de s'abstenir de changer de véhicule par là. Bref, il a fait des sacrifices et aujourd'hui, nous constatons que ces sacrifices sont en train de payer la preuve. C'est qu'à chaque rencontre, au début, on ne voit pas grand nombre, mais au bout de 20-30 minutes, c'est comme le nectar qui se retrouve dans le miel du football et qui attire les populations qui viennent spontanément, et il y en a qui restent debout jusqu'à la fin, et même quand la nuit tombe, on bravait les moustiques, on bravait même tout ce qu'il fallait, l'insécurité pour vivre cet événement. Oui, je disais justement tout à l'heure que, je disais tantôt que cette compétition reste quand même le fleuron du football de proximité, parce que à un moment donné, au moment où le football béninois traversait une période difficile, il y avait les compétitions, il y avait une absence de compétitions statutaires de la fédération. C'est justement cette compétition qui permettait à une grande partie de la population du Sud Bénin d'aller se distraire quand même pendant ces vacances-là. Oui, oui. Et 14 ans après, cette compétition à résister aux épreuves du temps. Est-ce que globalement cette année il y a eu des innovations par rapport aux années antérieures? Vous savez, il y a de la maturité au niveau de l'organisation. On sent une perfectibilité au niveau de la discipline et de la qualité du jeu. Parce que là, nous avions vu une saine émulation. Nous avons vu des joueurs qui nous ont démontré une technicité en pair. Moi, j'ai été ébahi ensemble avec des collègues. Nous avions été amenés à suivre plusieurs matchs. Mais nous avions vu des jeunes, même au niveau des équipes qui n'ont pas pu passer les caps des huitièmes de finale. Nous avions vu des jeunes qui avaient des compétences. Et ces jeunes, oui, mais c'est des jeunes qui, pour la plupart, viennent des centres de formation, qui viennent évaluer le travail abattu. Oui, c'est vrai qu'il y a du travail qui se fait. Tout à fait. Et je pense que nous devons avoir confiance en la qualité de ces jeunes qui sont regroupés dans des équipes de quartier, dans des équipes, des centres académiques, parce que par ailleurs, il y a des endroits où on rassemble les académies de football. Nous remarquons, quand on voit un peu ce qui se passe, nos joueurs n'ont rien à envier aux grands joueurs. Non, de toutes les façons, c'est un tournoi qui a été bien vendu, ça il faut le dire, sûr. Même au-delà du pays, des gens en parlent, rien qu'à cause de la dénomination, justement. Quand on dit Champions League. Quand on dit Champions League, on dit Ligue Olympique Interglobe, Loïc Champions League. Et ça porte son nom. Oui. Ça porte son nom et ça se vend aisément maintenant. Après tant d'années de sacrifices, nous avions aujourd'hui, vous avez vu, le maire était là. Vous avez vu, il y a le consul du Bénin à Naples en Italie. Il y a également un agent de joueurs qui était là pour détecter des valeurs à promouvoir dans des centres à l'étranger. Donc moi, je crois que nous devons réussir à nous soutirer, à quitter le dictat, quitter l'emprise de la chose politique pour permettre au Bénin, sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan artistique, de montrer les valeurs dont nous disposons. Parce que Loïc Benaon,
c'est pas donner à tout le monde ce qu'il a fait. Et les soutiens ne viennent à tâtons. Nous avions la structure officielle, le Fonds national pour l'appui, nous avons quelques structures qui de viennent. toutes les façons, tenir pendant... Mais on a vu le maire, le maire de Cotonou. Je ne sais pas si c'est parce que c'était une équipe de Cotonou qui était en finale. J'aurais aimé également voir le maire de Calavi. J'aurais aimé voir également d'autres fortes personnalités. Peut-être que c'est un problème d'agenda. On va pas les incriminer pour ça. Mais quand même, la finale a commencé il y a très longtemps. Et si on était à la veille des élections, par exemple l'année prochaine à pareil, je vous donne rendez-vous. Vous les verrez. De toutes les façons, très nombreux. Vous êtes un homme avisé, vous êtes un politiste. J'en parlais tantôt. Donc, 14 ans après cette compétition, alors quelles sont justement les perspectives? Je pense qu'aujourd'hui, la qualité du jeu, nous allons travailler à l'améliorer. Nous sommes en train de penser à d'autres activités intermédiaires. Par exemple, le grand camp, parce qu'aujourd'hui nous jouons les petits camps comme on a l'habitude de le dire, mais nous voulons ouvrir également cet univers à des sponsors. Parce qu'il faut le reconnaître, Loïc Benaou, ensemble avec quelques amis proches, ont dû mettre la main dans leur propre poche. Aujourd'hui, nous avons quelques sponsors. La structure officielle est là, c'est déjà bien. Le ministre des Sports, selon nos informations, il suit l'événement de près. Nous aurions aimé voir quelqu'un... Le ministère va se positionner dans les années à venir. Nous aurions aimé cela, mais toutes les structures, au moins, toutes les structures économiques qui travaillent au niveau de Cotonou, au niveau de Calavi, nous aurions aimé spontanément les voir, comme nous voyons certains aujourd'hui, pour que de cet événement, nous ayons demain des Ronaldo, des talents sortent souvent de cet tournoi. Merci, Médéric François Gongo. Je rappelle que vous êtes journaliste, patron de presse et que vous parlez ce soir sur notre plateau au nom du comité d'organisation de Loïc Champions League, ce traditionnel tournoi de football de proximité qui, on en parlait tantôt, mobilise assez de monde pendant les vacances scolaires. Candide, nous allons poursuivre avec notre rubrique. Merci. On s'intéresse maintenant à la discipline de la balle ovale. Les ligues de la Fédération béninoise de rugby lancent officiellement leurs activités et c'est la Ligue de l'Est qui a ouvert le bal ce samedi en organisant le championnat zonal de rugby à 7. La compétition s'est déroulée sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto Novo et a réuni 3 clubs des départements de l'Ouémé et du Plateau. Reportage. Les réformes entreprises à la Fédération béninoise de rugby entrent dans leur phase active. Désormais, le championnat national de la balle ovale à 7 sera précédé d'une phase zonale. C'est l'une des réformes instaurées par l'instance dirigeante de la Fédération à travers le lancement il y a quelques mois de ces 3 démembrements. Nous voici pour la première fois où nous organisons les championnats de la phase zonale. C'est pour la première fois dans l'histoire du rugby béninois. Ce qui prouve que les choses avancent réellement dans les réformes qui ont été instaurées par le président de la Fédération béninoise du rugby. En cette matinée du samedi, la Ligue de l'Est réunit les passionnés des départements de l'Ouémé et du Plateau pour le championnat de rugby à 7 de la zone. La compétition met aux prises les loups-garous d'Avrancourt, les bulldozers d'Apro-Misrété et les dinosaures de Porto Novo. 3 équipes qui s'affrontent dans un format linéaire pour une place directe à la phase nationale du championnat. Je vais d'abord remercier la fédération qui a reparti maintenant le championnat en Ligue et nous faisons partie de la Ligue Est. Je suis fier, je suis très content par l'organisation de la fédération parce que c'est une bonne chose. Je suis vraiment d'accord avec la fédération pour le geste qu'ils ont eu à faire pour notre fédération parce qu'il y a longtemps, on n'a plus joué les championnats, mais aujourd'hui, ils ont relancé les bonnes choses. Au thème des différentes rencontres de la compétition, Loup-Garou Rugby Club surclasse ses 2 adversaires avec 2 victoires en autant de sorties, 31-0 et 36-7, respectivement face à Bulldozer et Dinosaur Rugby Club.
Une performance qui qualifie directement le club pour la phase nationale. De notre côté, on a maintenu notre position parce que c'est le travail paie. On n'a jamais baissé les bras, on continue toujours de travailler, ce qui a donné le résultat qu'on a obtenu tout à l'heure. Donc on n'est pas totalement fiers de ce qu'on a fait, mais on vous rassure de revenir encore en force. On a eu un peu de retard dans le lancement des compétitions, mais ça ne donne pas l'impression, à voir ce que les athlètes ont fourni aujourd'hui, ça ne donne pas l'impression qu'il y avait une longue attente et qu'ils se préparaient. Et on a senti de l'engouement dans ce qui a été présenté aujourd'hui comme jeu. Cette phase zonale du championnat national de rugby à 7 va se poursuivre dans les tout prochains jours avec les compétitions des ligues maritimes et du Nord. Et puis, dans la perspective d'une bonne préparation du prochain championnat national de rugby à 7 hommes, 3 différents clubs ont participé dimanche dernier au tournoi 7-3 Challenge du rugby à 7. C'est une compétition de mise en jambe qui permet de jauger le niveau des athlètes afin de corriger les erreurs et asseoir des équipes compétitives avant le championnat national. Plus de précisions dans ce reportage. Le championnat national de rugby pointe à l'horizon. Et pour donner de la compétition aux différents athlètes avant l'échéance, 3 clubs du championnat s'unissent pour un tournoi de mise en jambe dénommé 7-3 Challenge. Il s'agit de l'équipe de Baobab, d'Aigle et celle d'Alligator Club hôte du tournoi. Alligator Rugby Club a été champion du Bénin en 2022 et nous comptons encore renouer avec le sommet. Nous comptons remporter encore la coupe cette année. Donc nous nous sommes pris très tôt pour pouvoir voir les conditions de jeu de nos joueurs. C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à nous associer aux Aigles de Cotonou, plus les Baobabs de Cotonou, pour pouvoir juger la capacité de nos rugbymen. Nous avons mis ce truc-là en place pour pouvoir corriger certaines choses. Comme les jeux, voilà, comment se composer sur le terrain, hein, comment faire aller au plaquage, comment se défendre, voilà, un peu de technique. C'est ici sur les installations du terrain de l'Institut ITA, dans la commune d'Abomey-Calavi, que les 3 clubs se sont donné rendez-vous pour ce tournoi de rugby à 7 ce dimanche après-midi. Occasion pour chacune des équipes d'éprouver les stratégies et tactiques de jeu face à ses différents adversaires. Allez, et c'est parti. Et c'est... Pour la compétition, les clubs participants s'affrontent dans la catégorie mixte des moins de 16 ans et celle des seniors hommes. Avec les plus jeunes, il y a eu quelques automatismes certes, mais au niveau de certains bancs de touche, le temps monte lorsque les consignes du coach ne sont pas appliquées. Chez les seniors par contre, les entraîneurs ont eu moins de casse-tête. En fin de compte, Aigle et Alligator Rugby Club surclassent l'équipe de Baobab chez les seniors hommes. C'est pas une petite équipe, les Baobab, ils sont tellement forts. Bon, aujourd'hui, bon, je sais pas, je pense qu'ils ne sont pas en forme. Ils ne sont pas dans leur forme, sinon c'est une bonne équipe. J'avoue que l'adversaire en face était vraiment difficile à prendre. Parce que ils ont des beaux jeux et bon, on a su travailler sur leurs erreurs pour y parvenir à la victoire. C'est à travers les efforts effectués à l'entraînement, les combinaisons, les travaux acharnés, la mentalité des joueurs, la technique et tout. Nous n'avons pas été à la hauteur au niveau des U16 parce que c'est maintenant que nous avons commencé à les éprouver, à les mettre dans les mini-championnats, dans les mini-tournois. C'est pour ça que vous avez vu qu'on n'a pas eu l'image que nous connaissons des Alligator FC. Mais par contre, du côté des seniors, vous avez vu, nous avons fait 37 rapidement à 0. Ce tournoi de rugby à 7, dénommé 7-3 Challenge, n'est pas à sa première. Et pour ce numéro, les 3 équipes participantes ont bénéficié d'un champ assez large d'évaluation de leurs différents athlètes en vue d'une bonne préparation du championnat national. Ils retournent donc à l'entraînement pour corriger les erreurs notées au cours de la compétition. Voilà, se préparer pour mieux affronter les échéances à venir. Nous allons refermer la page consacrée au sport collectif pour parler des disciplines individuelles. D'abord, la lutte traditionnelle avec la Fédération béninoise de la discipline qui a organisé
ce week-end le tournoi régional qualificatif pour la lutte africaine des clubs justement et associations sportives de la zone sud. Regardez. La compétition s'est déroulée le samedi à Cotonou et a réuni 11 clubs et associations sportives de la zone sud qui se sont affrontés durant plusieurs heures pour les 3 derniers tickets en jeu pour la phase nationale. Environ une centaine de lutteurs et lutteuses des départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé puis du plateau se sont mesurés les uns aux autres en combat individuel dans la catégorie des moins de 66, 76, 86 et 100 kg chez les hommes, puis dans la catégorie de moins de 60 et 70 kg chez les dames. Au terme de la compétition, Eulizo Lutte Club, Alafia Lutte Club et 2AB sont les clubs et associations qui se sont offerts les 3 dernières places qualificatives à la phase nationale. Ainsi, ces 3 clubs qualifiés dans la zone sud s'ajoutent aux 2 équipes, bien entendu, qualifiées dans la zone centre, dont l'AS Colombe de Dassa, l'AS Léopard d'Abomey, puis aux 3 clubs de la zone nord, notamment Mazini Lutte Club, Gouni Lutte Club et Pontet Lutte Club. Ceci pour un total de 8 équipes attendues à la phase nationale du championnat prévu se tenir au mois de décembre prochain à Cotonou-Nassis. On va finir avec le kickboxing. La fédération béninoise de cette discipline a organisé ce week-end la première édition du championnat national. La compétition s'est déroulée ce dimanche à Godomé et a réuni les athlètes venus des 6 départements du pays qui se sont affrontés dans plusieurs catégories. Reportage. Parés dans leurs équipements de boxe, ces jeunes débutent leur combat après les consignes de l'arbitre central. Classés dans la catégorie des moins de 30 kg, ils ont offert une prestation de haute qualité au public rassemblé ici. Voilà. Troisième round. Après ce combat, les moins de 57 kg entrent en scène. Au fur et à mesure que les rounds s'enchaînent, le spectacle monte en intensité à la grande satisfaction du public qui n'en demandait pas moins. Cette fois-ci, dans la catégorie des moins de 86 kg, une étape semi-professionnelle, les coups de poing et de pied s'intensifient. Tout d'abord, je remercie mes coachs et mes parents. Après cette victoire, je suis tellement contente parce que je travaillais dur tous les jours pour pouvoir gagner ce combat. Bien sûr que je suis satisfait de ma performance parce que c'était pas facile. Surtout mon adversaire qui était assez coriace quand même. Faut le dire. Une première édition organisée pour mettre en lumière les talents sportifs dont regorge le Bénin, suivant un programme bien établi. Malgré les défis énormes du moment, nos autorités ont très tôt compris qu'il était important que le secteur du sport puisse bénéficier d'un soutien conséquent pour en faire véritablement un facteur de développement et d'épanouissement. On devait avoir 15 combats, mais au dernier moment, c'est 14 combats qu'on a pu gérer. Et alors, il y a 2 combats enfants et un combat dames, et puis les combats qui ont suivi. Et après ça, il y a eu 4 combats super fight, semi-pro. Représentant le président du Comité national olympique et sportif béninois, le secrétaire général a félicité cette jeune fédération d'appartenir déjà à la structure fêtière de toutes les disciplines. Bravo à vous. Participez à la fête sportive du kickboxing dans le fair play, dans le respect des valeurs éducatives du sport et de l'olympisme, les valeurs d'amitié, les valeurs de solidarité, les valeurs de respect, mais aussi et surtout des valeurs d'excellence. Au terme des 14 combats disputés, les kickboxeurs les plus méritants sont repartis avec des médailles et des certificats d'honneur. Un championnat à l'issue duquel des combattants semi-professionnels prendront part au championnat d'Afrique à Johannesburg qui se tiendra du 9 au 12 décembre prochain. Voilà, c'était notre rubrique qui nous permet bien sûr de faire le tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité Fil Info. Et d'une rubrique à l'autre, nous allons passer à exclusivité. Voilà, notre rubrique exclusivité met la lumière cette semaine sur un autre sport individuel. Il s'agit de bodybuilding et fitness justement.
Et nous allons prendre un pan de l'agenda annuel de la Fédération béninoise de la discipline. Et pour en parler, nous avons en plateau Madame Radegonde Adoupé. Elle est la représentante, bien sûr, des femmes au sein du comité exécutif de la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness. Madame, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Voilà, nous allons aborder surtout l'agenda annuel de la fédération, surtout les compétitions statutaires. Vous vous préparez à lancer la nouvelle saison. Oui, merci monsieur. Bonsoir chers téléspectateurs. Je tiens à rappeler avant tout que le bodybuilding, la Fédération béninoise de bodybuilding et fitness, c'est avant tout une jeune fédération et nous sommes à notre deuxième mandat actuellement. Certains sont partis, certains sont entrés et là actuellement nous sommes à la 4e édition du championnat national de bodybuilding et fitness et son lancement aura lieu ce jeudi 12 septembre au siège de la fédération à 10h. D'accord. Alors parallèlement, on annonce aussi une réunion des responsables de clubs qui va certainement faire suite à une présélection, c'est ça? La réunion des responsables, en fait, c'était un truc qui était déjà prévu depuis plusieurs années. Ça rassemble toutes les associations ou bien les clubs qui ont, qui ont permis d'avoir une fédération. Ce sont eux qui sont les membres fondateurs de la fédération. Donc, à travers leurs efforts à apporter chaque année des athlètes, la fédération, le bureau exécutif a décidé de les primer, en fait, de les récompenser un tant soit peu pour leur donner quand même un peu de l'encouragement. Donc, c'est ce qui a été fait le samedi dernier au siège de la fédération. Mais aujourd'hui, après cette activité, nous avons en vue pour le 6 octobre prochain au bar-restaurant le classique 2.0 à Guincomen, la présélection. Donc, nous sommes en préparation actuellement pour la présélection. Donc, ça va rassembler les athlètes qui n'ont pas pu avoir des points donnés pour pouvoir avoir accès au championnat national de l'année dernière. Ils seront de la partie, les anciens aussi vont venir, les nouveaux poseurs aussi. Et les critères pour la présélection, c'est que les athlètes doivent connaître au moins les 7 poses. Ils doivent pouvoir quand même exécuter les 7 poses sur le podium parce qu'il y aura un jury qui va les noter à travers les 7 poses. Et en dehors de ça, le jury essaiera aussi de noter leur symétrie et leur définition. Comment ils sont sculptés en fait. C'est ça. Alors, tous ces travaux sont en fait un prélude quand même à des échéances à venir. Bien sûr. Et la plus immédiate, on parle d'un championnat d'Afrique. Bien sûr. En réalité, c'est la toute première fois dans l'histoire du bodybuilding et fitness parce que depuis notre tout premier mandat, nous n'avions pas encore eu à organiser un championnat international. Je salue au passage le président pour tous ses efforts parce que la NAC, dont il a été athlète en Allemagne, lui a permis, le président de la NAC lui a donné l'agrément, lui a permis de représenter le Bénin pour pouvoir organiser le championnat international d'Afrique que nous-mêmes, nous avons surnommé Asuka Body. Donc ça, c'est pour le 16 novembre prochain. Donc, en fait, je dirais que les préparatifs pour ce championnat international d'Afrique Asuka Body a englouti les préparatifs de celui du national. Oui, pour le championnat national. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et on apprend aussi dans les coulisses que le Bénin ne sera pas de la partie pour une compétition. Il s'agit du Mister Universe Aïf Bibi, prévu justement du 4 au 6 octobre prochain à Abuja. Pourquoi? Oui, le Bénin ne pourra pas participer cette année au Mister Universe IFBB du Nigeria parce que l'année dernière on avait déjà été, mais cette année il se fait que les événements sont quand même précipités. Les 2 événements sont en fait à cheval, comment dire. Par exemple, si par exemple on doit organiser le championnat national le 19 octobre et que le championnat international d'Afrique est pour le 16 novembre, c'est rapproché déjà et puis ça fait beaucoup de boulot pour les athlètes. D'abord, quand les championnats s'approchent, on doit les mettre au vert. Les mettre au vert, ils suivent un régime rigoureux donné. Et là, c'est très, très compliqué pour eux. Donc, faudrait les organisations, les préparatifs aussi ne nous permettront pas d'aller
d'aller compétir pour celui du Nigeria, parce qu'il y a le national là. Après le national, nous avons l'international. Donc les athlètes, il faudrait les gérer aussi, parce que c'est des gens, quand ils sont en régime, ils sont très tendus, il faudrait leur parler psychologiquement. C'est pas du tout facile. Donc c'est tout cela qui nous empêche en fait d'aller compétir pour celui du Nigeria. Il se pose là un problème de gestion de corps bien sûr, pour les athlètes justement. Maintenant, nous allons revenir sur le championnat national prévu pour jeudi prochain. La conférence de presse. Pardon, la conférence de presse, oui. Pour un prélude bien sûr pour le championnat même. Est-ce que on peut compter sur la crème de cette discipline-là au Bénin? Toute la crème sera là pour le championnat national? Oui, parce que chaque année, nous essayons de mettre une particularité, et depuis les années antérieures, nous avons laissé un peu le fitness. Donc on veut mettre un peu d'accent sur le fitness, et la particularité pour le championnat national de cette année-ci, c'est que les 3 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour compétir pour le championnat international d'Afrique Asuka Body. Et en dehors de ça aussi, comme on avait l'habitude de faire les années antérieures, les athlètes doivent avoir forcément cette année la licence. Ils doivent présenter la licence avant de compétir. On essayait de fermer les yeux dessus par les années antérieures, mais ce sont les 2 particularités de cette année-ci, mettre l'accent beaucoup plus sur le fitness et amener les athlètes à acquérir la licence, parce que c'est la licence qu'ils vont présenter avant de pouvoir compétir le jour du championnat national. Ok. Maintenant, nous allons revenir à la dénomination justement de cette fédération, le bodybuilding, plus ou moins bien connu du public, mais quand on dit fitness, de quoi est-ce qu'il s'agit? Le fitness, je dirais simplement que le fitness, à ce niveau, c'est une discipline sportive, et à ce niveau, on n'amasse pas de graisse. On n'amasse pas du tout de graisse, c'est le bien-être du corps. Par exemple, quand je prends le fitness, il n'y a pas beaucoup de musculation dedans. Alors que le bodybuilding, il y a beaucoup plus de musculation. Il faut travailler en salle, travailler avec les charges. Alors que le fitness, par exemple, ça peut être à travers des séances, comment dire, de danse. Si ce n'est pas de danse, des séances de cardio, à travers des musiques, des mouvements donnés. De l'abdo aussi? Oui, de l'abdo aussi, bien sûr. Parce qu'à la fin de la séance d'une fitness, de la séance de fitness, le coach amène les participants à se coucher sur un tapis et à faire des mouvements donnés pour se relaxer ou travailler les abdos, de ce genre de petits trucs. Donc voilà. Et pour y participer, est-ce qu'il y a des conditions à remplir? N'importe qui peut venir, c'est ça? Au championnat national, oui. Ou bien... Oui, au championnat. Oui, pour le fitness, justement. Non, n'importe qui ne peut venir. Il faudrait avant tout être un sportif et être dans le domaine du bodybuilding et fitness. Appartenir à un club? Oui, appartenir à un club avant tout. Cela, appartenir à un club avant tout. Et être géré par le président de ce club-là. Tout à fait. Oui, et avoir le corps qu'il faut. Tout à fait. Donc, nous allons finir, on arrive à terme de cette émission, mais avant de partir, je veux quand même que vous placiez un dernier mot avant qu'on se sépare. Alors, mon dernier mot, ce sera de remercier le président de la fédération, l'homme orchestre, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler quand je vais chaque fois au plateau. Monsieur Vodounou, bienvenue, alias Bibi. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la fédération. C'est un monsieur qui se donne vraiment et il aime la discipline. Déjà, c'est sa discipline. Il aime sa discipline et il donne vraiment de ses efforts. Il donne des idées vraiment ingénieuses pour l'émergence de sa discipline. Et je demande aux personnes de bonne volonté d'accompagner vraiment son effort parce que c'est un monsieur qui aime le beau. Déjà, le bodybuilding, c'est du beau et il aime le wow à travers le spectacle des muscles. Donc, je demande aux personnes de bonne volonté vraiment de nous aider, d'accompagner ces efforts. Voilà, quand on voit les pratiquants à la tête des fédérations, il y a toujours une différence. Nous l'avons vu au niveau de beaucoup de disciplines, hein, le handball, le wushu, avec le président Patrice Komena Dossuyovo. Et bienvenue Vodounou nous donne aussi le bel exemple. Nous arrivons ainsi au terme de notre aventure de ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de votre chaîne lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée et sportivement vôtre.